Merci. Alors, merci beaucoup. Bienvenue. C'est un très grand plaisir d'être ici. D'entrée de jeu, je ne m'éterniserai pas sur les remerciements, mais au moins deux. D'abord, un certain matin du mois de décembre, j'ai eu un téléphone me demandant « Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on communique? » J'ai dit « Tu as des questions assez simples à 8h30 le matin. » Alors, j'aimerais remercier Marie-Nathalie qui m'a invité à participer à l'événement et c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que j'ai accepté de venir. L'autre personne que je veux remercier, c'est évidemment Denis Roy, avec qui j'ai eu l'occasion non seulement d'échanger, mais c'est lui qui m'a challengé, qui m'a prétesté la conférence. Et si vous trouvez que la présentation est belle, eh bien évidemment, c'est parce que vous n'avez jamais vu mes PowerPoints à moi. Parce que vous comprendriez que c'est Denis qui le fait. OK? Alors, pour ceux et celles que j'ai déjà côtoyés dans la classe, habituellement, c'est un fond blanc. Et si j'ai développé des outils technologiques dans la fin de semaine, je peux avoir une fleur sur une des diapos. OK? Alors, donc, vous aurez compris que grâce à l'échange très fécond que j'ai eu avec Denis, vous allez en voir le résultat aujourd'hui. J'espère que vous aurez autant de plaisir à prendre part à la discussion que Denis et moi, on a eu à préparer cette conférence-là. Alors donc, le point de départ... Ah oui, il faut que je vous fasse une autre précision. Vous savez, hein, ceux qui me connaissent, je fais tout le temps des parenthèses. Quand on a l'habitude de s'adresser à des groupes, on développe des tics. Alors moi, j'en ai plusieurs. Donc, je parle fort, mais ce matin, ça va être un avantage. L'autre chose, je bouge beaucoup. Ça, c'est le calvaire du caméraman, OK? Et j'essaie de me contrôler. C'est pour ça que j'ai toujours un stylo. Le stylo ne sert à rien, OK? Ici, le stylo, c'est un antidépresseur qui m'empêche de bouger. Et comme vous pouvez voir, ça ne marche pas, OK? Mais on a prévu du bromo dans le buffet. Alors, si jamais quelqu'un, je vous lève le cœur parce que je bouge trop, on essaie de refaire le point focal, puis on va s'arranger, OK? Mais désolé pour ceux et celles qui sont en avant, là, c'est vrai que je bouge beaucoup. Donc, le cœur de la question, pourquoi est-ce qu'on communique? Alors, vous avez vu que dans la présentation, au départ, je m'étais fait plaisir et j'avais traduit une expression de Noam Chomsky qui a utilisé. Noam Chomsky, en plus d'être un activiste, est d'abord et avant tout un très brillant linguiste. Et Noam Chomsky, dans Syntactic Structures, avait élaboré, puis là, je ne ferai pas un exposé universitaire, là, mais il avait élaboré une critique du structuralisme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est posé la question, est-ce que quand on maîtrise la structure d'une langue ou d'un langage, est-ce qu'on maîtrise suffisamment cette langue pour être capable de communiquer? Et c'est là qu'il a construit la phrase suivante, « Colorless green ideas sleeps furiously ». Pourquoi il a construit cette phrase-là? Essentiellement pour nous montrer qu'on pouvait construire une phrase qui répondait à toutes les exigences grammaticales et syntaxiques, mais ne signifiait absolument rien. Et donc, on a compris que la structure de la communication n'était pas suffisante pour s'assurer de la communication d'un message. Et d'où le plaisir que j'ai eu à traduire la phrase en français. Donc, les idées vertes incolores dorment furieusement, parce qu'en français, ça marche aussi. C'est-à-dire que je pourrais vous faire un exposé complet en alignant des mots qui construisent des phrases qui sont syntaxiquement et grammaticalement correctes, mais qui ne communiqueraient absolument aucune idée sur le plan du sens. Donc, c'est pour ça que je m'étais fait plaisir à faire ça. Ça, c'est le modèle qu'il avait développé. Vous voyez alors, on ne passera pas une heure là-dessus, OK? Mais c'était juste pour avoir l'air intelligent. Et en plus, c'est Denis qui l'a trouvé. Donc, pourquoi communiquons-nous? À travers toute la littérature en communication, en tout cas celle que j'ai pu côtoyer en français et en anglais, parce que mon portugais est encore à travailler. Donc, pourquoi est-ce qu'on communique? Essentiellement, on communique pour créer des liens avec des personnes. Essentiellement. Par ailleurs, répondre ça, c'est une réponse beaucoup trop simpliste pour comprendre qu'est-ce que c'est que le phénomène de la communication. Et donc, on a pensé
On a déjà pensé. Ah, vous voyez ici, on avait fait, donc créé un lien. On avait fait un lien entre le drapeau du Japon et le petit Tamagotchi. Hein, parce que le Tamagotchi, parce que dans nos discussions, à un moment donné, on a divagué beaucoup et donc on s'est posé la question, il y a des objets de la vie sociale qui en apparence sont totalement insensés et qui pourtant, et là nous est venue l'idée du Tamagotchi, ont été des succès commerciaux exceptionnels. Alors on s'est posé la question, à quoi ça sert le Tamagotchi? Bien, le Tamagotchi, il ne sert à rien. Alors, et dans ce sens-là, la communication, c'est la même chose. C'est comme l'amitié, c'est comme l'amour. Ça ne sert à rien. Mais c'est fondamental, si tu n'en as pas, tu meurs. Alors donc, on ne meurt pas à cause du Tamagotchi, là, à moins d'être en train de jouer et de frapper un poteau, mais ça, c'est une autre chose. Alors, mais le Tamagotchi, essentiellement, qu'est-ce qu'il permettait de comprendre? Il permettait à quelqu'un d'être quelqu'un quelque part pour quelque chose. Donc, tu allais donner de la petite nourriture à ton bonhomme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça arrive dans un contexte social, dans une société japonaise qui est excessivement collectiviste sur le plan des normes sociales et qui permettait donc d'avoir d'abord un premier lien sur la propriété individuelle et d'autre part de créer un lien avec c'était-tu un nounours? C'était quoi la bébite? C'était une bébite, OK? Alors, et donc, ce qui est intéressant, c'est que Tamagotchi, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en japonais, mais en français, ça réfère à rien, sinon qu'à une bébite. Et donc, mais la bébite, elle permet de créer des liens, ce qui est l'essentiel de la communication. Alors, on a longtemps pensé, avec Ferdinand de Saussure, entre autres, on a longtemps pensé que la communication se faisait par des mots. Et donc, que la maîtrise de la langue était fondamentale pour communiquer. Ce qui n'est pas faux, bien entendu, parce que c'est évidemment l'outil dont on utilise à peu près le plus souvent. En fait, disant ça, c'est faux, parce que, évidemment, ce qu'on utilise le plus souvent pour communiquer, c'est nos langages non-verbaux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dictionnaire ni de grammaire du langage non-verbal. Et ceux qui se sont essayés, arrivent avec des résultats qui sont pour le moins douteux sur le plan méthodologique. Parce que si je me gratte le nez, je ne suis pas en train de mentir. Si je me gratte la tête, ça se peut seulement que ça pique. Et donc, culturellement, je ne suis pas en train de me dévoiler formellement et de toute façon, sur le plan universellement, à savoir que « ah, je mens »,« ah, je doute »,« ah, ça pique », etc. OK? Donc, le langage non-verbal, c'est une encyclopédie qui est absolument complexe et, évidemment, avec laquelle on a des outils qui sont totalement imparfaits pour le comprendre. Parce que, évidemment, vous aurez compris que la maîtrise des mots, c'est le seul outil dont on possède pour trahir et traduire la réalité qui nous entoure. Hein? Ce que l'on perçoit bien, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément, disait le poète Boileau. Le problème, c'est que, et là je fais une petite dérivation, mais ce n'est pas grave, au MIT, il y a des chercheurs qui ont commencé à calculer quel était l'éventail de notre connaissance encyclopédique de la langue. Alors, ils ont mesuré en français, en anglais et en espagnol auprès de finissants universitaires de premier cycle, donc des gens qui sont sur le point d'obtenir un baccalauréat. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en français, on arrive avec 10 %. Donc, notre dictionnaire compte environ 2600 mots, 26 000 mots plutôt, et le bachelier ou la bachelière moyenne vit toute sa vie en ne maîtrisant et n'utilisant de façon systématique que 2600 mots. Ça vous montre la pauvreté avec laquelle on peut rêver, argumenter, imaginer, concevoir, penser le monde dans lequel on vit. Imaginez-vous aller chez le chirurgien et qui s'apprête à vous ouvrir le sternum et qui vous dise « Sois sans crainte, j'ai eu 8 % dans le cours ouverture de l'abdomen. Okay? » Peut-être que vous seriez un peu nerveux. Pourtant, quand on communique, c'est exactement ce qu'on a comme matériau pour travailler. C'est la maîtrise environ de 10 à 12 % de l'inventaire total des mots qu'on peut utiliser pour décrire, penser, rêver, critiquer, rire, etc. Alors, on a d'abord et avant tout, on doit faire preuve d'humilité et reconnaître qu'on a une très grande faiblesse sur le plan de l'usage des mots. Mais à la suite de Saussure, ce qu'on a compris aussi,
c'est que la langue est insuffisante pour comprendre le phénomène de la communication humaine. Il faut élargir l'éventail et regarder les langages, parmi lesquels la langue en est un seul. C'est un seul langage qui est la langue. Pour les autres, il y a une multitude d'autres langages que nous maîtrisons encore moins, si ça peut vous rassurer, mais donc qui font partie de la communication humaine. On verra tout à l'heure, évidemment, le ton de la voix, le langage non verbal, le contexte, le lieu où on est, le type d'interaction que nous avons, qu'elle soit in presentia, c'est-à-dire en réel, ou qu'elle soit médiatisée. Tous ces éléments-là construisent des éléments de langage qui, évidemment, complexifient nos rapports humains, mais qui les rendent de plus en plus riches par ailleurs et qui vont exiger, de la part des personnes qui sont impliquées dans la relation, qui vont exiger beaucoup de choses dont on va parler tantôt. Il y a un petit monsieur qui s'appelle Roman Jacobson qui s'est intéressé aux fonctions du langage. Lui, il s'est posé la question, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on utilise des langages, particulièrement la langue, mais l'ensemble des autres langages, pour entrer en relation avec les autres? Alors, essentiellement, on a trouvé un petit tableau que vous voyez bien ici. Il a identifié certaines fonctions. Ces fonctions-là du langage nous permettent de mieux comprendre quelle est l'étendue des langues ou des langages qu'on utilise lorsqu'on communique avec autrui. La première fonction, c'est une fonction émotive. Alors, les langages qu'on utilise permettent de traduire des émotions que l'on ressent. La tonalité de notre voix, la cadence de nos mouvements sont des preuves irréfutables de l'existence de cette fonction émotive. Quand on s'exclame, je peux vous dire « Viens ici, viens ici, viens ici ». J'ai énoncé exactement la même phrase sur le plan syntaxique, mais évidemment, sur le plan de la fonction émotive, je n'avais pas les mêmes intentions. On va y revenir tantôt à ces fichues intentions. La fonction connotative, c'est qu'en communiquant avec d'autres, et ce sera l'essentiel du propos, c'est que communiquer, c'est un comportement. D'abord, c'est un comportement de soi et c'est un comportement attendu chez l'autre. Si je te dis « viens ici », je suis en train de faire deux choses. D'abord, je te demande de venir ici, et deuxièmement, étant donné que j'ai utilisé un impératif présent, je te commande de venir ici. Ce commandement devrait soit amener chez toi un comportement d'obéissance, tu viendrais ici, nous avons une entente, on est content, tu es venu. Il pourrait aussi commander de la résistance, tu ne veux pas venir. Alors donc, la réponse que j'obtiens de ta part, c'est un refus, qui va évidemment m'amener à réajuster mon comportement. Dépendamment de la relation que nous avons ensemble, qui ne relève pas de la langue, si j'ai un lien de supériorité avec toi, ça ne relève pas de la langue, ça relève du contexte de notre relation. Je peux faire en sorte que je peux t'exiger de venir. Je peux même pousser jusqu'à te promettre des conséquences si tu ne viens pas, etc. Et là, va se bâtir une relation. C'est la fonction connotative. La fonction fatigue, c'est le fait de rester en contact et de partager le même canal de communication. Donc, il va de soi que si on veut communiquer ensemble, il va d'abord falloir partager un minimum d'univers commun. Par exemple, une langue si on parle avec des mots. OK? Et pensez-y, et vous ferez le test lors de votre prochain voyage à l'extérieur. Cette fonction fatigue est tellement intéressante parce que vous allez dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue. Vous demandez, par exemple en français, où sont les salles de bain, s'il vous plaît. La personne vous fait comprendre qu'elle ne parle pas votre langue. Vous pouvez vous risquer de le demander en anglais. « Where are the washrooms, please? » Et c'est possible que la personne vous fasse encore un signe qu'elle ne comprend pas votre langue. Qu'est-ce que vous allez faire systématiquement? Avant de faire des gestes. Vous allez le dire plus fort. C'est indubitable. Or, la personne n'est pas sourde. Elle ne maîtrise pas le minimum d'univers commun qu'on a besoin pour entrer en relation. Et c'est indubitable. Essayez-les, et c'est transculturel. Il y a quelqu'un qui a fait une thèse de doctorat là-dessus, il faut s'ennuyer pas mal. OK? Donc, il a mesuré ça, OK? Et il s'est rendu compte que c'est invariable. C'est-à-dire qu'effectivement, on va penser que la superposition des langages va permettre de mieux se faire comprendre. Or, si je m'approche à 2 pouces de ton nez et que je te crie « Où sont les toilettes », tu ne comprends pas davantage quelle est ma requête. OK?
Alors, donc, il y a la fonction fatigue. La fonction référentielle, c'est qu'évidemment, chaque fois que j'utilise un mot, ça crée une image mentale. Donc, ça crée une référence dans votre tête qui fait en sorte que vous allez construire, filtrer, interpréter le message que je vous envoie. Ce qui fait en sorte que si je dis à tout le monde, imaginez-vous une pomme, on va en avoir des rouges, des vertes, des jaunes écrasées en compote, en tarte, des pommes de route, etc. Et tout ça sont des pommes. Et cette fonction référentielle-là, c'est évidemment, le langage a évidemment, et la langue en particulier, mais tous les langages ont cette fonction référentielle. Pensez aux odeurs. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on perçoit une odeur? À moins d'être un chimiste ou une chimiste très avancée, on ne dirait pas « ça sent le pH SO3 ». Hein? Mais non, qu'est-ce qu'on va faire? On va interpréter cette image qu'on va associer à une expérience quelconque. Hein? Ça sent la tarte, ça sent le pain, ça sent chez grand-maman, ça, je m'ennuie de mon père, etc. Et donc, tout cet univers référentiel relève des fonctions de la communication. La fonction poétique, ça nous permet évidemment d'utiliser des formules du langage pour créer tantôt du beau, tantôt du merveilleux, tantôt de la poésie, tantôt de la chanson, tantôt des métaphores, tantôt des figures de style, etc., pour se donner une emprise, pour créer, construire une certaine forme d'utopie. Et les fonctions métalinguistiques, la fonction métalinguistique, chaque fois qu'on parle de méta quelque chose, ça veut dire qu'on communique sur. Donc, la métacommunication, c'est le fait de communiquer sur la communication. Alors, quand je te dis comment ça va, comprends-tu? Si je te demande comprends-tu, je suis en train de te demander est-ce que tu comprends la communication que je suis en train d'établir avec toi? Donc, je suis plus qu'en train de communiquer, je communique sur la communication que nous avons ensemble. Alors, évidemment, créer une relation, qu'est-ce que c'est? Créer une relation, c'est le phénomène le plus extraordinaire, le plus simple en apparence, mais le plus complexe dans sa compréhension. Créer une relation, c'est d'abord reconnaître que j'ai une intention. Parfois, elle nous est non consciente. On ne rentre pas dans l'inconscient freudien, là, on a tous eu des problèmes avec nos parents. Okay? Alors, donc, on a d'abord une intention. La principale problématique qu'on a quand on communique, c'est que soit on ne prend pas le temps de penser quelle est mon intention initiale, autant dans notre communication interpersonnelle que dans le contexte d'une communication commerciale, par exemple. C'est quoi mon intention? Parce que je vais dire quelque chose de grossier tout à l'heure, communiquer, c'est tenter de manipuler les gens. Hein? Manipuler, là, pas au sens pas fin, pas bon, une stratégie obscure pour que vous m'obéissiez. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on communique? Si je te demande, viens-tu souper? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je veux que tu viennes souper. OK? Fais ceci. Qu'est-ce que je veux? Je veux que tu fasses cela. Je fais une campagne de communication pour que les gens fassent du sport. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je leur dis quoi faire. Parce que je prétends que ça va être bon de faire du sport. Et là, je vais construire tout un argumentaire pour te dire tu vas être beau, tu vas être bon en maillot, tu ne seras pas gras, tu vas être en forme, tu n'auras pas de cholestérol, tu ne seras pas essoufflé pour attacher tes souliers, tu vas voir tes pieds, etc. OK? Donc, je vais développer tout un argumentaire pour que tu fasses ce que je te dis de faire ou ce que je te communique de faire. Donc, essentiellement, on part toujours d'une intention. Si on veut analyser une relation, il faut être capable de savoir quelle est mon intention. Voilà la première source potentielle de conflit. D'accord? Quand quelqu'un agit ou nous dit quelque chose qui nous dérange, qu'est-ce qu'on fait? On transpose sur la personne une intention. Tu es en train de vouloir me contrôler, tu es en train de vouloir me faire ceci, et là, on dérive. Ben non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, mais c'est ça que tu as dit, puis là, tu l'as dit de même, puis le rouleau de papier était de mauvais bord, puis etc. OK? Donc, la première forme, ce qui est en amont de la communication, de toutes les formes de communication, c'est d'abord l'intention qu'on poursuit. Cette intention-là, on va la formaliser à partir d'un ou plusieurs langages. Donc, évidemment, on va partir d'une idée, d'une intention qui nous est totalement ou non consciente, et on va la formaliser dans différents langages qui vont être verbaux, non-verbaux, sonores, visuels, olfactifs, peu importe. Donc, on va la mettre en forme, cette intention-là, de façon la plus maladroite possible, puisque rappelez-vous qu'on possède 10 % de l'inventaire potentiel du vocabulaire que l'on a pour parler avec les autres. Donc, on va la mettre en forme. Cette forme-là va traduire l'intention que nous avons ou la trahir si on ne s'exprime pas clairement. D'accord? Alors, plusieurs ici que je connais, vous travaillez en communication. Le premier réflexe qu'il faut développer en communication, c'est qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « tu n'as rien compris ». Nous devons avoir l'humilité de dire « je me suis mal exprimé ». Alors, donc, on remonte. Je recommence.
J'avais une intention, je l'ai formalisée à travers un ou plusieurs langages. Je me suis peut-être trompé, ce qui a généré chez toi une mésinterprétation en fonction de l'intention que j'avais de communiquer avec toi. Ça va toujours? Oui? Excellent. Je la communique donc à l'autre, cette intention. L'autre va la percevoir. L'autre va la percevoir sur la base, évidemment, du contexte de la relation que nous avons, de l'ensemble de son schème expérientiel, c'est-à-dire ce que la personne est dans toute son histoire. Ce que Roland Barthes appelle la mémoire tatouée, c'est une excellente et quelle belle métaphore. Il va appeler ça la mémoire tatouée. Tout notre champ expérientiel qui compose, évidemment, toutes les connaissances que nous avons, mais toutes les connaissances sous toutes les formes, c'est-à-dire sentiments, émotions, traumatismes, etc., expériences agréables et autres. Donc, on va percevoir le signal qu'on reçoit d'autre part. On va y projeter des intentions. Manifestement, dès que quelqu'un entre en relation avec nous, un petit rat quelque part, ou si vous n'aimez pas les rats, prenez un minou, c'est pas grave, circule dans notre tête qui nous fait dire qu'est-ce qu'il veut? Que veut-elle? Que veut-il? Et qui fait en sorte qu'on va projeter chez l'autre des intentions, bonnes ou mauvaises, mais toujours erronées, évidemment. OK? Alors, pensez à un amoureux, une amoureuse, deux amoureux, deux amoureuses qui veulent se rencontrer. Hein? Premier rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des scénarios. Là, je vais faire ça, puis je vais lui ouvrir la porte de même, puis je vais sourire, puis je vais lui dire « Assieds-toi », puis je vais lui dire « Prendrais-tu quelque chose à boire? Il fait chaud, ça sent-tu bon, ça pue-tu? » etc. Qu'est-ce qui arrive dans 100% des cas? Aucun des scénarios que j'avais projetés marche. Pourquoi? Parce que tu en avais projeté un, toi aussi. Et évidemment, nos scénarios ne se sont pas rencontrés. Si j'avais un film, un drame humain, et que tu avais un suspense, on a un problème quand on se rencontre. Et on espère que ça ne finira pas avec un meurtre. Donc, l'autre personne va évidemment construire une interprétation, va ressaisir, remâcher ce que j'ai tenté de lui communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne va focusser sur un ou quelques-uns des aspects langagiers que je vais avoir utilisés. Alors, parfois, on peut développer une relation et ce n'est pas les mots que j'utilise qui vont te heurter, peut-être que c'est le ton. Peut-être que c'est notre proxémie, c'est-à-dire que je t'ai parlé à 2 pouces du nez et tu as une bulle qui est plus grosse que la mienne. Ça peut être le débit, ça peut être le contexte, ça peut être le moment où j'ai tenté cette interaction qui peut faire en sorte que ça va générer chez toi une interprétation qui n'est peut-être pas celle que je voulais effectivement t'insuffler. L'autre personne va évidemment ajuster son comportement, communiquer, c'est agir. Alors donc, quand je communique avec quelqu'un, je suis porteur d'intention. Cette personne-là va recevoir mes intentions, va les interpréter, va ajuster son comportement en conséquence. Et c'est vrai d'une interaction aussi simple que d'aller s'acheter un paquet de gomme au dépanneur. Essayez-le, OK? Vous rentrez, prenez votre paquet de gomme, la personne va vous dire « 1,40 $, comment ça va, toi? Hein? Comment ça se passe ta journée? Crime, t'as l'air en pleine forme. T'es-tu encore avec ton chum ou avec ta blonde? » Hein? La personne va dire « Bien, il est malade mental, qu'est-ce qu'il me veut? » OK? Ou essayez un autre exemple simple. Tous les jours, on développe des réflexes, on rentre au travail. « Salut, comment ça va? » Répondez mal. OK? Vous allez voir le malaise que vous générez chez les gens. Parce que quand on demande comment ça va, on ne veut pas vraiment le savoir. Hein? C'est une marque de politesse. Alors, arrêtez-vous physiquement. Quelqu'un vous demande comment ça va, t'arrêtes mal. Et j'ai besoin d'en parler. Regardez, filmez. OK? Prenez des photos, vous allez voir, c'est un spectacle en soi. Pourquoi? Parce que vous venez de briser un rituel d'interaction. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que dans notre culture, on peut se confier exclusivement à des personnes à qui on a cédé les clés de notre confidence. Donc, je te considère un ami, je peux me confier. Mais un inconnu que je croise au bureau en disant « Salut, comment ça va? » et qui me dit mal, ça me crée un malaise et je n'ai pas envie d'attendre son histoire. Je ne veux pas le savoir. Ça va mal, bien, va chercher de l'aide, mon grand. OK? Alors, on ne peut pas, évidemment, briser un cycle communicationnel comme celui-là. Donc, quand on communique, on vit ce processus-là. C'était la merveilleuse image pour la mémoire tatouée qui est là. Donc, pourquoi est-ce qu'on communique et à travers quel type de langage? À travers toutes les formes de langage. Et pensez-y, et surtout dans cette ère du multimédia, on communique avec des sons. Hein, avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on fait tous les sons de l'univers. C'est merveilleux. Hein?
mais ce n'est pas facile de maîtriser ces sons-là. Et chaque jour, on crée de nouvelles mélodies à partir de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous imaginez ce qu'on fait avec 26 000 mots? Surtout quand on en maîtrise seulement 2600. OK? Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on communique? On communique pour créer des liens avec des personnes. C'est fondamental. On est obligé. OK? On serait donc bon tout le monde, on serait donc bien tout le monde dans le bois avec 3 racines, 2 champignons, un arbre et un écureuil. Malheureusement, on vit dans un contexte social. Alors, il faut tolérer et négocier la présence d'autrui. Et c'est ça l'expression, c'est vraiment tolérer et négocier la présence d'autrui. Quand on apprend à négocier, évidemment, on y trouve des plaisirs certains. On va nécessairement et fatalement y trouver des déplaisirs. Hein? Parce qu'une relation, par définition, c'est une agression. Ça fait pas mal, hein? Mais ça vient égratigner notre quiétude, notre soin intime, etc. Pourquoi? Parce que dès lors que j'entre en relation avec toi, je vais devoir faire des compromis. Des compromis sur nos sujets de discussion, un compromis sur la façon de discuter, le compromis sur la relation qu'on va établir ensemble, le compromis sur les décisions qu'on va prendre si on en prend, le compromis sur le temps qu'on va y passer ensemble. Donc, fatalement, dès qu'on entre en relation, et c'est impossible de ne pas entrer en relation avec les autres, on rentre dans un univers de compromis. Et donc, créer des liens, c'est la première fonction. Pour connaître et manipuler le monde, bien sûr, c'est pour manipuler le monde. Dans notre travail, chaque fois qu'on dit aux gens quoi faire, on est en train d'essayer de les manipuler. Et chaque fois, si ça concorde avec nos croyances et nos valeurs, bien évidemment, on est convaincu qu'on a la bonne réponse comportementale. Joue de façon responsable, on part. Joue de façon responsable, c'est important. On pourrait dire joue pas, mais non, on a décidé joue de façon responsable. Prends de la bière, mais pas trop. Fais du sport, c'est bon pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est constamment à essayer d'avoir de l'emprise sur notre environnement et sur les personnes qui composent cet environnement-là. Et c'est vrai de nos comportements dans l'intimité, comme c'est vrai dans nos comportements professionnels, comme c'est vrai dans nos comportements sociaux. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une plus grande emprise sur le monde qui nous entoure, et cette plus grande emprise-là se vit à travers la confrontation et la négociation avec les autres. Cette confrontation et cette négociation-là ne veut pas dire qu'on va s'arracher les cheveux, qu'on va chicaner, qu'on va se battre. Ça peut vouloir dire, pas ça peut, ça va nécessairement être un contexte argumentatif. Il va falloir qu'on argumente. Pas seulement argumenter avec des mots, argumenter avec des gestes. Hein? Si je m'approche, je te mets la main sur l'épaule et que tu recules ton épaule, bien, on vient d'argumenter là. Hein? Tu viens de me dire, tu n'as pas la permission de mettre ta main là. Tu n'as pas nécessairement juste utilisé des mots. Mais c'est sûr et certain que la prochaine phrase que je vais te prononcer, par exemple, elle va être filtrée par ton comportement de retrait. Alors, tous les types de langage s'amalgament et s'entrecroisent dans toute situation d'interaction. Ça nous permet de produire et reproduire un ordre social. Je n'apprendrai rien à personne ici. Quand vous avez beaucoup de vocabulaire, c'est très facile de faire passer les autres pour des idiots. N'est-ce pas? Alors, c'est un marqueur social terrible, le langage, les langages et la langue en particulier. Hein? Il n'y a rien de plus drôle que pour rabaisser les autres que d'utiliser un mot qu'ils ne connaissent pas la définition. Mon Dieu, qu'on se sent donc bien, hein? C'est super. On vient d'écraser quelqu'un, on vient de dire, tiens, coquerelle, je maîtrise un langage que tu ne connais pas. N'est-ce pas? Alors, ça peut faire un plaisir malin, mais tout ce que ça construit, en fait, ça construit des relations qui ne sont pas égalitaires et ça ne mène pas à grand-chose d'autre qu'à flatter son ego. Ceux qui en ont des besoins, ça peut servir à ça. Ça permet de produire l'utopie, de produire le beau. Les langages, ils permettent ça. Ils nous permettent de construire l'avenir, de penser ce qui est impensable. Marc Angenot appelle ça la doxa. La culture, ça permet de penser ce qui est impensable, de dire ce qui est indicible. Et c'est à travers une multitude de langages qu'on peut faire ça. Et ça va se manifester en peinture, en sculpture, en poésie, en chanson, en danse, en tout ce que vous voulez, dans tous les types de matériaux qui n'utilisent pas les codes linguistiques et donc la langue comme code minimum commun pour communiquer. On m'a dit que 5 minutes, ça ne va pas payer. Alors, quand je vous disais, Jean-Paul Sartre, dans Huis clos, une petite réplique qui a fait sa carrière, qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a tous interprété ça comme étant « Mon Dieu, voici un existentialiste qui dit que c'est épouvantable d'être en relation avec les autres. » Il a passé sa vie à dire « C'est pas ça que j'ai voulu dire ». C'est très intéressant.
ce que ça veut dire, hein, c'est que dans toute communication, on a des intentions. C'est-à-dire, non, je me suis encore mêlé de... Ce que ça veut dire, c'est que ce que l'être humain perçoit comme vrai l'est. S'il y a une seule thèse que je voulais défendre ce matin, c'est celle-là. Ce qu'on perçoit comme vrai l'est, même quand c'est faux. Alors, quand on veut modifier la croyance de quelqu'un, il faut d'abord la vérifier. À quoi crois-tu? Pas toujours simple de répondre à cette question-là. Et deuxièmement, si je heurte ta croyance, hein, je viens de m'acheter un passeport pour le conflit. Ce que l'on conçoit vrai l'est, même quand c'est faux. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, petit sondage, ça a tombé à pile, petit sondage qui a été réalisé auprès des Québécois. 52 % des personnes sondées disent que les assistés sociaux sont des paresseux. 52 % des Québécois disent que les assistés sociaux sont paresseux. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On ne cherche pas la vérité. On cherche la croyance qui est cristallisée. C'est ça le sens commun. Alors, ce qu'on perçoit comme vrai l'est. Alors, quand on travaille en com, quand on établit des relations avec les autres, il ne faut jamais, jamais sous-estimer la force des croyances. Parce que nos langages, ce qu'ils traduisent, ils traduisent des intentions. Et ces intentions-là sont construites sur des croyances. Et quand ces croyances-là sont cristallisées, elles deviennent des valeurs. Et quand ces valeurs-là sont ancrées, elles deviennent des attitudes. Et quand ces attitudes-là sont ancrées, elles se transforment en comportement. Alors, dire à quelqu'un, je vais changer ton comportement, il faut que je commence à veiller de bonne heure. OK? Parce que si je ne remonte pas la filière jusqu'à quelle est la priori de ton comportement, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Dans le laboratoire de Pavlov, ça marche. Avec un fromage puis un choc électrique, ça va. Malheureusement, on ne peut pas tous se promener avec un taser gun pour que les autres nous obéissent. OK? Alors donc, c'est ce qui nous impose dans le fait d'entrer en relation avec les autres, de constamment négocier, d'utiliser plusieurs langages, de développer une conscience évidemment aiguë de l'autre et de savoir que communiquer, c'est avant même de s'exprimer, c'est être capable d'écouter. Alors, il faut ça. Machine, il faut donc s'attaquer aux croyances et je voulais simplement vous donner un dernier exemple pour terminer. À cause de mon métier, j'ai la très grande opportunité de voyager. Alors voilà que je vais enseigner à l'Université du Nevada à Las Vegas depuis 8 ans. Et je suis donc associé avec un professeur là-bas. Et je m'en vais donner un séminaire d'une semaine. Et un soir, je lui dis, « Hey, je te paye une bière. On va prendre une bière ensemble. » Il me dit, « D'accord, mais il faut sortir du campus. On n'a pas le droit de vendre d'alcool ici. » Soit. On s'en va, on prend... Évidemment, tu manges une salade de César panée, tu es aux États-Unis. Alors donc, on mange santé et on prend une bière. Et tout au long du repas, pendant à peu près 30 minutes, il n'en revient pas. Tu n'as pas peur? Il y a de la boisson sur le campus. Qu'est-ce que tu fais s'il y a un étudiant qui est sous? T'es-tu déjà fait attaquer? Et là, c'est ça des catégories qui, moi, ne rentrent pas trop dans mon univers symbolique. Et j'ai pour seule réponse idiote, bien, quelqu'un qui est sous, une tape sur la gueule, il tombe à terre. Mais c'est une réponse insensée dans le contexte. On parle de plein d'autres choses, on s'en va chacun chez nous. Et le lendemain, moi, je dois retourner à l'école. Et donc, j'ai besoin de crayons. M'en va à, j'appelais, c'est pas une coop, ici on va à coop, mais là-bas, c'est l'équivalent de 6 Walmart en termes de dimension. Donc, je m'en vais à la procure, OK? Et m'en allant chercher mon stylo, je passe dans le rayon des fusils. D'accord? Alors là, lorsque j'arrive au professeur, je dis, écoute-moi bien, mon clown, il va falloir qu'on se parle. Et je lui dis, hier, tu t'es époumoné à me dire que j'étais peut-être pas en sécurité parce que mes étudiants pouvaient prendre un shooter. Et je passe à la librairie et je peux m'acheter un fusil. Et quelle a été sa réponse? Il a ouvert sa valise, il dit, don't worry, I've got mine too. OK? Alors, je vais terminer avec une citation d'Albert Jacquard parce que ça fait universitaire. Albert Jacquard disait toujours, hein, la langue et le langage, c'est un pouvoir énorme que l'on concède à nos interlocuteurs. Vous m'avez concédé ce pouvoir-là dans les 30 dernières minutes. Je vous en remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, des commentaires, merci.